de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, nouvelle semaine pour votre podcast de femme à femme. Merci de nous rejoindre. Une semaine avec le sourire, une semaine comme on les aime, c'est-à-dire qu'on les accueille et qu'on prend tout ce qu'il y a de positif. Cette semaine, j'ai une femme busy. Je suis tellement contente qu'elle ait trouvé entre deux rendez-vous le temps de se poser pour moi. J'en suis trop fière. Bonjour Axel. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir trouvé un petit coin dans ton agenda pour moi. Et tout le plaisir est pour moi, puisque quand tu as lancé le podcast, j'ai tout de suite accroché au concept et je suis vraiment honorée que tu aies pensé à moi. Merci pour tes encouragements. C'est ce qui me porte, c'est ce qui me permet de continuer, c'est ce qui me donne envie de continuer. Et aujourd'hui, Axel, j'aimerais que tu nous dises ce que tu souhaites partager avec nous. Waouh, il y a tellement toujours tout plein de choses que j'ai envie de partager avec nos communautés. Alors, j'ai souvent des femmes qui me disent, alors, dans ma vie, alors s'il fallait que je choisisse, j'ai tellement de choses, etc. Et j'attends et puis je dis, faites un choix. Oui. Mais je crois que, oui, si je devais faire un choix, vraiment, le seul et unique pour moi, le seul message que j'aimerais partager, pas seulement avec les femmes, mais avec notre communauté tout entière, c'est que on a beau être dans une société matrifocale, elle n'est pas pour autant matriarcale. C'est-à-dire que beaucoup de choses reposent sur les seules épaules de femmes, et parfois ce sont des épaules qui elles-mêmes reposent sur des jambes qui sont fatiguées. Et il nous faut vraiment, en tant que société, trouver des voies et moyens de renforcer nos femmes, de les rendre encore plus solides qu'elles ne sont déjà, et surtout de responsabiliser nos hommes par l'éducation aussi, parce que c'est toujours plus facile à faire, de responsabiliser, de solidifier, d'autonomiser les femmes. Mais je crois que nous avons un très grand travail d'éducation à faire aussi sur nos garçons, et ainsi notre société sera beaucoup plus juste, plus égalitaire, et là on pourra véritablement parler d'empowerment féminin. Super. Alors tu as commencé par la fin, puisqu'en général c'est à la fin que mes invités justement passent leur message, et le début c'est justement qu'est-ce qui t'a conduit dans ta vie. Quel est l'épisode de ta vie que tu as envie de partager et qui t'a conduit peut-être à cette conclusion? Est-ce qu'il y a un moment fort de ta vie que tu souhaites justement partager? J'ai plusieurs épisodes dans ma vie. Je crois qu'il y a eu plusieurs vagues comme ça. Surtout que j'approche de la quarantaine. Il y a arrivé à ce moment de la vie. C'est pas le drame d'approcher de la quarantaine. Ce n'est pas le drame, mais je crois que c'est un moment de la vie où passer la trentaine, on s'affirme vraiment en tant que personne, en tant que femme, peu importe le niveau de la vie professionnelle, personnelle, etc. Mais je crois que je suis arrivée à ce stade-là, à l'approche de la quarantaine, où je pense véritablement savoir qui je suis, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et il y a certaines expériences, justement, que j'ai eues qui m'ont fondée comme ça. Et j'ai l'impression que c'est par dizaines que ça vient. Voilà, dans la vingtaine, il y a eu des choses qu'on a expérimentées, toute jeune professionnelle, au début de la trentaine, professionnelle déjà plus aguerrie, mais surtout jeune maman aussi. Et là, la quarantaine approchant, on s'installe dans sa vie et on déploie qui l'on est. Quelle expérience! Si je devais retenir qu'une seule, je crois que c'est quand j'étais, il y a à peu près 6-7 ans, en mission, quelque part dans la Caraïbe française. J'étais en mission, une mission avec beaucoup d'enjeux publics, beaucoup d'enjeux politiques, beaucoup d'enjeux d'avenir pour le territoire en question. Et j'étais, si tu veux,
la main droite d'une personnalité de pouvoir. On peut dire ça comme ça, puisque l'essentiel de mon travail de consultante en politique publique et en stratégie aussi d'économie du développement consiste vraiment assez souvent à accompagner des personnalités de ce type. Donc, je prends beaucoup de pincettes parce que je tiens vraiment à garder la confidentialité sur certaines choses. Mais il le faut, c'est le principe de ce podcast. Voilà. Et donc, à ce moment-là, accompagnant cette personnalité homme de pouvoir, je me rends compte effectivement que je sers de petite main, que cette personne s'appuie énormément sur mes expertises, mon expérience, mon réseau, tout ce que je peux lui apporter de positif pour avancer vers la réalisation de ses objectifs et la valorisation de lui-même aussi. Mais en même temps, il a un comportement ambivalent, très sexiste, très misogyne et très paternaliste. Et à ce moment-là, plus ça va, moins je supporte ces choses-là. Là, je suis déjà bien installée dans ma trentaine, donc je ne suis plus la toute jeune professionnelle qui cherche à être validée. Je sais ce que je vaux, je sais ce que j'apporte et ce que je permets à mes clients d'accomplir. Et là, je me dis, ça ne peut plus continuer comme ça, Axel. Ces petites invisibilisations, minimisation, les petites piques sexistes, misogynes, etc. Cela suffit. Donc, gentiment, j'essaie de lui faire comprendre que ce n'est plus possible et que je vais aller jusqu'au bout de notre contrat, mais qu'on ne continuera pas par la suite à travailler ensemble. À son grand dame, hein. D'ailleurs, je pense que jusqu'à aujourd'hui, il m'en veut énormément parce que je ne l'ai pas suivi après et qu'il avait besoin encore de moi pour continuer sur certaines choses. Et d'ailleurs, son avenir politique a montré que tout ce que je lui avais expliqué concernant la considération des femmes, des jeunes et des Noirs aussi dans la Caraïbe, eh bien, il fallait y apporter beaucoup de cœur et d'humanité, chose qu'il n'avait pas su faire. Et donc, je lui explique tout ça, il n'entend pas, et finalement, de ma frustration, de ma rage éloquente, comme dirait l'autrice afro-américaine féministe Brittney Cooper, naît Caribbean Boss Lady. Au début, c'est un blog où je parle justement de certaines expériences que j'ai, étant une professionnelle évoluant dans un milieu vraiment à enjeu, mais surtout très masculin. Et en dehors d'être très masculin, il ne faut pas avoir peur de dire les choses, un milieu à ce niveau de stratégie et d'importance aussi, où évoluent essentiellement des hommes blancs. Voilà. Et donc, moi, jeune femme, métisse, noire, indo, afro, descendante, tout ce que tu veux, de la Guadeloupe, donc à ce niveau d'expertise et d'évolution dans la Caraïbe, parfois je fais un petit peu tâche et commencer à parler de ces enjeux féministes, mais surtout intersectionnels dans la Caraïbe, eh bien là, forcément, ça ne plaît pas à tout le monde, mais je me rends compte que c'est tant mieux que ça ne plaise pas à tout le monde, parce que ça veut dire que je contribue, même à ma petite échelle, à faire bouger les choses. Mais cette personne n'a jamais compris. 7 ans après, Caribbean Boss Lady fait des choses que je n'aurais jamais imaginées. Et cette personne n'a jamais compris. Elle n'a jamais compris. Elle n'a jamais compris pourquoi tu n'as pas souhaité continuer de travailler avec elle, en tout cas, je le lui ai expliqué de façon très dépassionnée. Elle m'en a beaucoup voulu. Je sais qu'elle m'en veut beaucoup encore. D'ailleurs, j'ai eu à la revoir dans un cadre après électoral où j'accompagnais un de ses opposants. Et cette personne n'a pas été reconduite au pouvoir. Et pour toutes les raisons que je lui ai évoquées, qui ont fait que je ne pouvais pas continuer à travailler avec elle. Et c'est exactement ce que son électorat lui a reproché. En fait, tu as juste suivi une chose qui, pour moi, est importante, c'est respecter ses valeurs. C'est la base.
C'est la base. Et c'est vrai que quand on est un très jeune professionnel, surtout une maman solo comme moi, on se dit qu'il faut payer les factures, qu'il faut manger, etc. Et qu'il y a des opportunités qui sont facilement saisissables et que certains estiment que l'on devrait saisir facilement. Et que ce n'est pas confortable après de ne pas les saisir. En tout cas, que ce n'est pas confortable financièrement. Mais je suis vraiment ravie, plusieurs années, près de 7 ans après cette expérience, de ne pas avoir voulu reconduire cette expérience avec cette personne parce que, étant restée au plus près de mes valeurs, étant une jeune femme métisse d'origine afro et aussi indo-descendante de la Guadeloupe, je ne pouvais pas me retrouver au service de quelqu'un qui ne respecte pas ce que je suis, ce que d'autres personnes comme moi sont, et surtout les enjeux de réussite que nous avons chez nous, dans la Caraïbe française et francophone, avec toutes les difficultés et les facteurs de discrimination intersectionnelle que l'on connaît. Donc oui, quelques 7 années plus tard, je suis vraiment contente d'être restée au plus près de ces valeurs. Et tu peux en être fière. Oui. Donc je crois que ça a été vraiment une expérience fondatrice parce que ça vient avec son lot de difficultés, bien évidemment. Ah oui, clairement, je pense que tous les jours, ça ne devait pas être facile. Je ne sais pas sur combien de temps tu as collaboré avec cette personne. Près de 2 ans, près de 2 ans. C'est long, 2 ans. C'est long, 2 ans, et ce sont des comment dire ça, gentiment, de façon très diplomate, des facteurs de friction et de divergence qui ne sont apparus que vers le dernier quart de notre collaboration, puisque c'était une collaboration essentiellement qui se faisait en distanciel, puisque la personne n'était pas présente tout le temps sur le territoire et je devais lui préparer le terrain. D'accord. D'accord, mais ce dernier quart n'a pas dû être facile. Parce que sincèrement, moi, se retrouver face à des personnes qui nous manquent de respect, il est très, très difficile de continuer à travailler avec. C'est très, très difficile. Et là où ça devient plus difficile, c'est de voir que malgré tout ce qu'on met en place, de façon la plus bienveillante que possible, argumentée, rationnelle, avec des données aussi, avec des retours de terrain, retours d'expérience que la personne ne comprend pas. Et pourquoi j'en parle? Parce que ça pourrait être juste une mésaventure professionnelle, mais cela traduit cette expérience à mon sens, et c'est pour ça que je la considère comme fondatrice aussi, et que quelques temps après, je suis quand même assez fière de mon attitude vis-à-vis de ça, de ne pas avoir été dans l'émotion ni quoi que ce soit, mais d'être restée calme et droite dans mes bottes, parce que cette attitude-là traduit véritablement tout le malaise, toute la désespérance, mais surtout tout le déclassement de la génération dite Y, ma génération, qui fait le choix et qui prend aussi le pari de rester dans la Caraïbe française, chez soi, et réussir. Et je parle bien de la Caraïbe française, pas uniquement la Guadeloupe, pas uniquement Saint-Martin, Martinique, etc. Parce que je suis convaincue que nous sommes chez nous partout frères dans cette Caraïbe française, voire même francophone et autres, et qu'on devrait pouvoir, au vu de notre histoire commune, être solidaires et réussir chez nous ensemble. Et quand on a des personnes qui sont au pouvoir comme ça, qui privilégient des gens de l'Europe continentale, qui ne connaissent pas toujours nos réalités. Qui ne connaissent absolument pas notre culture et notre réalité. Voilà, clairement. Et qui minimisent. Mais surtout, parce que vous pouvez avoir des gens qui ne connaissent pas nos réalités, mais qui ont cette envie de connaître et de comprendre. Mais quand vous avez en plus une espèce de tropisme à recruter des gens qui minimisent et qui méprisent vos réalités, en vous faisant passer pour un parano ou une parano. Ah non, mais tu comprends, on n'est pas raciste, etc. Ou bien, non, mais non, comment vous pouvez dire que vous ne réussissez pas chez vous? C'est n'importe quoi, vous faites des idées. Eh bien non, aujourd'hui, depuis 2-3 ans, l'INSEE
a des chiffres sur le déclassement des jeunes Caribéens français. Et ces chiffres nous disent quoi? Que nous, jeunes Caribéens français, nous sommes 5 fois plus déclassés chez nous qu'en France hexagonale. Donc, voilà la réalité que tout cela traduit. Et c'est pourquoi aussi je prends le temps de parler de cette expérience et de partout où ça m'a mené par la suite et de la frustration que ça a fait naître chez moi. De cette frustration est née Caribbean Boss Lady et tout le combat que j'ai décidé de mener pour l'autonomisation des femmes dans la Caraïbe. Très beau travail. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, celui qui t'a dit, t'as été la goutte de trop, la goutte qui a fait déborder le vase? Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un épisode de mansplaining qui était vraiment atroce. Et de cet épisode de mansplaining, c'est-à-dire où cet homme, parce qu'il est un homme, voulait m'expliquer mon travail alors qu'il ne s'y connaissait pas du tout, d'accord? Et c'est pour ça qu'il avait fait appel à moi. Quand on fait appel à un expert, voilà, hein, et qu'on ne va pas expliquer à l'expert son travail quand même. Et que j'ai argumenté en retour pourquoi une décision qu'il voulait prendre n'était pas appropriée parce que déjà, illégal, et ensuite toutes les considérations morales et politiques derrière. Il a conclu en me disant « Tu fais ta crise. Je ne suis pas certaine qu'un homme qui s'adresserait à un autre homme d'égal à égal dise à un autre homme « Tu fais ta crise ou tu as tes règles. » Et ça, c'était la goutte de trop pour moi. Ah oui. Quand même. Ouais, tu fais ta crise, tu as tes règles. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la goutte de trop. Et ce jour-là, tu as su que tu n'allais pas continuer avec lui, en fait. Ah oui, oui. Non, mais je savais déjà. Mais ce jour-là, je dois te dire que dans ma tête, se jouait un scénario. Il y a deux filles qui se sont touchées. Ouais, il y a deux filles qui se sont touchées. Et la vieille bataille indienne du Nord Grande Terre, très route, s'est dit dans sa tête un certain nombre de choses pas très jolies. Après, c'est passé par le fil de la diplomatie et du professionnalisme. Mm-hmm. J'ai sorti mon petit sourire contraint et je lui ai dit, voilà, d'accord, vous faites à votre guise et vous en assumerez les responsabilités. Voilà. Donc, tu vois, parfois, tout le parcours que ça peut faire dans la tête, mais ce sont des choses quand même assez violentes qui ont l'air de rien parce qu'il y a des personnes qui ont pris l'habitude, parce qu'elles sont des hommes, parce qu'elles sont au pouvoir ou parce qu'elles ont un pouvoir économique ou hiérarchique sur vous, elles ont pris l'habitude, comme on dit chez nous, mais de piler fois à moune. Et il y a un moment, il faut que cela cesse. Et il faut avoir des rages éloquentes. Et ce concept de rage éloquente que je tiens de Brittney Cooper, il m'est cher parce que je crois que cette rage, cette violence que ça peut provoquer en nous, il faut qu'on puisse la sublimer en quelque chose de constructif derrière et qu'on ne donne pas raison à des personnes derrière qui voudraient nous coller une étiquette de sauvage ou encore d'hystérique, et donc en faire quelque chose de constructif et d'utile à la société. C'est important pour moi, c'était important en tout cas pour moi. C'est un message aussi qu'il faudrait faire passer à toutes ces femmes entrepreneurs oui. qui doivent justement affronter des situations qui ne sont pas simples et où elles doivent se faire respecter. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Oui. Et se faire respecter, c'est aussi justement être dans la maîtrise, le contrôle. Ce que tu as eu justement face à cet homme quand il t'a sorti cette phrase, qui est justement de ne pas se laisser emporter par l'émotion. Exactement. La contrôler. Alors j'ai eu mon lot hein, dans la vingtaine. Hein. Vous savez, parce que ce ne sont pas des choses qu'on apprend particulièrement. Mais non, mais en plus, non seulement on ne nous les apprend pas, on n'apprend pas aux enfants à gérer leurs émotions. Oui, c'est ça. Déjà. C'est ça. Et puis à 20 ans, on n'est pas la même personne qu'à 30 ans, ou qu'à 40, ou qu'à 50. Et parce que c'est l'expérience, justement, qui nous construit. Tout à fait. Et je pense que cet homme, tu l'aurais eu face à toi à l'âge de 20 ans,
même si tu avais certainement déjà un certain caractère, tu lui aurais peut-être volé dans les plumes, quoi. Je lui aurais, oui, ça c'est sûr, je lui aurais volé dans les plumes, j'aurais fait un grand discours, tout cela. euh, voilà. Mais je dois dire que ce qui m'a permis vraiment d'entrer dans dans cette maîtrise, justement, c'est mon expérience haïtienne. Parce que pendant ma vingtaine, quand j'ai commencé très jeune à mes activités de consultante internationale, j'ai eu la chance d'être recrutée par la Banque interaméricaine de développement et mise au service du ministre de l'économie et des finances, qui était aussi par intérim ministre du commerce et de l'industrie en Haïti, sous Mhm. l'administration Martelly, tout juste après le tremblement de terre. Et c'était un professeur des universités en économie. Ce gars, un gars brillant, mais d'une exigence, d'une exigence Ça a été folle. formateur. Ça a été très formateur. Il était extrêmement exigeant, mais il avait aussi cette pédagogie qui était extraordinaire. Et en ce sens, il me rappelait un petit peu ma directrice de mémoire en philosophie, qui était une professeure indienne, mais vraiment de l'Inde, le docteur Lakshmi Kapani. C'était une femme brillante, extraordinaire, mais elle était cassante, elle était dure. Mais c'était sa pédagogie indienne qu'elle nous appliquait. Et elle m'avait prise un petit peu sous son aile parce que elle était très intéressée par l'histoire de l'immigration indienne en Guadeloupe et elle ne comprenait pas que je ne prononce pas mon nom à l'indienne et que voilà, elle voulait toujours savoir plus sur mon métissage. Il fallait lui expliquer les choses et lui expliquer surtout que certaines choses n'étaient pas un renoncement de mon indianité, mais que voilà, l'indianité se vivait peut-être autrement en Guadeloupe qu'en elle-même parce que le métissage était passé par là et qu'on avait une autre histoire, même s'il y avait des embranchements communs. Absolument. Et donc, ces deux personnes-là ont vraiment été des rencontres décisives dans ma vie de jeune professionnelle parce que directement ou indirectement, elles m'ont appris ce que pouvait être la douleur dans le monde professionnel, mais que surtout il était toujours important de rester à une certaine hauteur de vue dans la rationalité pour ne pas donner raison à un type de personnes qui voudraient mettre à l'écart les personnes de couleur, mais surtout les femmes de couleur des cercles décisionnaires. Tu es resté combien de temps en Haïti? 3 ans. Et ça a été comme si j'avais pris un coup de boost de 15 ans, puisque Haïti, c'est un contexte international avec toutes les organisations internationales sur place, les meilleurs consultants et, euh, et les hommes d'affaires qui ont les dents longues aussi. Donc, on apprend beaucoup. Mhm. On apprend beaucoup en peu de temps. Il faut être vraiment dans la rationalité très pratique aussi et surtout s'adapter et savoir être humble aussi pour se mettre au niveau de beaucoup de personnes et de ne pas se dire qu'on a la science infuse, mais qu'on peut apprendre aussi de la population et des autres personnes que l'on rencontre. Et ça, c'est l'expérience d'une vie. Totalement. Alors, pour revenir à ce que tu disais au début sur justement ce que nous, les femmes, nous devons faire sur l'éducation des enfants, Oui. pas seulement des filles, mais aussi des garçons. Ça, c'est très important pour moi parce que en dehors du côté professionnel aussi où ça a des incidences, j'ai eu, comme beaucoup de femmes, hein, à vivre des choses très dures dans ma vie privée. Et je crois que s'il y avait eu une éducation de l'autre par ses parents, par son père, par sa maman précisément, et que si son père avait aussi été éduqué dans un sens de façon bienveillante, il n'y aurait pas eu de masculinité toxique qui essaye de prouver sa virilité face à une femme qui
qui sait ce qu'elle vaut et qui sait où elle va, tout en étant bienveillante, mais cette masculinité toxique qui se sent un petit peu ébranlée par la confiance en soi d'une femme. Et ça, je dois dire que dans ma vie de femme, c'est quelque chose qui m'a énormément peinée parce que ça a été, sans entrer dans les détails, une épreuve extrêmement difficile pour moi. Et je crois vraiment que s'il y avait eu une éducation solide, une éducation bienveillante, mais surtout une responsabilité de la personne, de l'être humain, ouais, je pense que j'aurais, dans ma vie de femme, dans ma vie privée, pas eu ce combat contre la violence dans le couple à mener, parce que c'est aussi une réalité de beaucoup de femmes. Oui. Et ça, j'aime à le dire sans complexe. La question des violences conjugales, des violences intrafamiliales, eh bien, elle ne regarde pas le niveau intellectuel, elle ne regarde pas le niveau social, ni le fait que vous soyez une personne publique ou pas. Absolument. Voilà, ça touche tout le monde. Et tu maman? Oui, je suis maman. J'ai 2 garçons, le premier a 9 ans et le deuxième 2 ans. Donc, tu sais dans quel esprit tu vas élever tes garçons? Ah oui, complètement. Et j'aime à dire que j'élève des garçons féministes. Je le revendique haut et fort. Et ça passe par tout plein de choses. Ça passe par des choses très pratiques dans la vie de tous les jours, où il y a un moment où on explique aux enfants que ce n'est pas maman qui doit tout faire toute seule, même si maman a la possibilité de payer quelqu'un pour l'aider pour le ménage, etc. Mais toi aussi, en tant que petit être humain, tu dois faire ta part. Bien évidemment, à la hauteur de ce que permet ton âge et tes moyens physiques. Mais à 9 ans, il faut que mon fils balaie déjà, puisse faire la vaisselle. Il faut que le petit qui a 2 ans puisse aller ranger ses chaussures et ses chaussettes quelque part. Et puisse respecter la parole de la femme que je suis quand je la délivre aussi. Et cela est valable avec toutes les personnes de notre entourage. Donc, ce sont ces petites choses-là dans la vie de tous les jours, mais ça passe aussi par le fait où je peux les emmener à une conférence, par exemple, de l'Union des femmes guadeloupéennes, ce que je fais assez souvent, pour qu'ils puissent, même si ce n'est pas encore très explicite pour eux, mais au moins qu'ils soient habitués à voir des femmes en position de leadership, mais aussi à entendre un certain message, puisque je suis convaincue qu'inconsciemment, ça fait un travail, ça fait un chemin dans leur tête. Clairement. Je suis contente parce que c'est la première fois qu'une femme partage une expérience, mais professionnelle. C'est vrai que j'ai toujours reçu des femmes qui me parlent d'une tranche de leur vie, mais de leur vie privée, personnelle, intime. C'est la première fois qu'une femme se livre sur la partie professionnelle, mais le message que tu fais passer est très très fort. C'est un message qui demande aux femmes de se mettre debout, d'avoir conscience de leurs valeurs et de demander le respect. C'est important parce que derrière aussi, il y a des petites choses qui sont vraies de très grandes choses. Quand on a conscience de sa valeur, eh bien, on peut prétendre à un salaire qui en adéquation avec ses compétences. Avec ses compétences et sa valeur professionnelle. Parce que ça aussi, ça a été, avec cette personne justement, un grand débat aussi. Et tu sais, j'aime souvent le dire, la France, ça n'a jamais été un débat, cette question de l'équité salariale homme-femme. C'est quand j'étais en Haïti. Là-bas, on était dans un contexte international hyper compétitif. Et donc là, je peux te dire que ça n'a jamais été un sujet. Ça n'a jamais été un sujet. Je sais que mes expertises, mes compétences valaient tant. Le gars qui était à compétences égales, eh bien, il avait le même salaire, le même traitement. Ça a toujours été un sujet, par contre, que ce soit en France, que ce soit en Guadeloupe ou sur d'autres territoires, mais jamais en Haïti.
J'ai la chance, par contre, aujourd'hui, depuis Saint-Martin où je te parle, d'avoir rencontré des partenaires, des clients qui ont compris cela aussi et qui, je pense, grâce au travail que beaucoup de femmes mènent aussi sur ce territoire saint-martinois, et j'ose espérer que j'ai pu y contribuer ne serait-ce qu'un tout petit peu, voilà, ce sont des partenaires qui ont compris cela et avec lesquels il n'y a pas eu de sujet non plus. Et je suis vraiment ravie parce que c'est l'une des toutes premières fois dans la Caraïbe française me concernant que ce n'est pas un sujet, cette question d'équité salariale homme-femme. Super, super. Quel est le dernier message, puisque notre entretien va bientôt toucher à sa fin? Quel est le dernier message? Mais oui, ça passe vite. Quel est le dernier message que tu aimerais faire passer, Axel? J'aimerais dire à toutes les femmes qu'il est vraiment important d'avoir conscience de sa valeur et qu'il n'y a pas d'arrogance, qu'il n'y a vraiment pas d'arrogance quand on est consciente de sa valeur et qu'on s'estime soi-même. Ce n'est pas de l'arrogance, cela. Pendant longtemps, j'ai écouté ces messages très paternalistes qui essayaient de minimiser, voire de mépriser l'estime. En tout cas, ça, c'était plutôt à un niveau professionnel que je pouvais avoir de moi-même, de mes expertises et de mes compétences. Et approchant cette fameuse quarantaine, et ayant lu aussi d'autres femmes, ayant parlé avec d'autres femmes, puisque ça aussi c'est important, ce partage d'expérience, eh bien je me rends compte que finalement, il est important vraiment d'être dans cette assertivité et de se départir de la culpabilité qui peut venir avec l'assertivité et de se dire que ce n'est pas de l'arrogance, au contraire, c'est de l'assertivité, c'est de l'affirmation et à partir de cela, il n'y a que de bonnes choses qui peuvent en découler. Merci. Merci pour ce message. J'espère qu'il sera entendu. J'espère qu'il sera entendu parce je pense que sincèrement, au quotidien, il y a beaucoup de femmes qui se posent des questions, qui sont dans le doute. Oui, et c'est important si tu me permets de rajouter parce que ça influence aussi nos relations de femme à femme. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, j'ai été l'une de ces femmes qui n'avaient pas confiance en elles. Je ne suis pas parfaite, puisque c'est un travail qui arrive sur le long terme aussi. Absolument. Je pense que l'Axel d'aujourd'hui, c'est pas du tout l'Axel de la vingtaine, qui avait toutes les insécurités. Absolument, on se construit. Voilà, on se construit. On se construit. Mais ça influence aussi les relations de femme à femme. Il y a tellement peu de place que la société nous fait souvent à certains endroits que bien souvent, on se retrouve presque en concurrence entre femmes et ça crée parfois des climats de malveillance. Et je crois que cette malveillance entre femmes, elle vient avec les insécurités, le manque de confiance en soi. Et des femmes qui sont empouvoirées, des femmes qui ont confiance en elles, qui ont une estime d'elles-mêmes, eh bien, ce sont des femmes qui deviennent bienveillantes d'abord envers elles-mêmes et ensuite entre elles. C'est l'appel que je lance justement, c'est l'appel à la bienveillance, l'appel à la sororité, parce que je le dis souvent, c'est un mot qui est très à la mode, mais qui a un réel sens pour moi. Qui a un réel sens et qui demande beaucoup de travail et de la bonne volonté surtout. Merci d'avoir partagé cela avec nous, Axel. C'est moi qui te remercie. Je continuerai donc à te regarder au loin, courir dans tous les sens. Merci pour l'invitation. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.